Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à On Jase, édition du 1er décembre. Oui, on est rendu au mois de décembre 2020. Cette année-là de 2020 va finir par finir et on va s'en aller vers un monde post-pandémie. Martin Lemay avec vous pour On Jase en compagnie de l'excellent Yannick Lévesque. Écoute, t'as l'air d'un Power Rangers avec ton chandail mauve, puis moi un Power Rangers bleu poudre. Hey, j'aime ça. Un Power Ranger, wow! Ah ouais, un Power Ranger. Hey, je veux commencer, tu sais, puis j'aimerais ça qu'on fasse ça. C'est fou comment on peut parler 2 heures de temps avant le show, Yann, puis les idées me viennent quand le show commence. À début de chaque show, j'aimerais ça qu'on salue des gens qu'on oublie souvent. Exemple, je fais partie des retardataires qui a décidé de faire essayer ses pneus d'hiver hier. Le rush des tailleurs d'hiver est supposé être fini aujourd'hui pour les gens qui ont travaillé dans les garages avec la slush, la gueudou qui leur tombe d'en face. Tous les gens qui travaillent dans les garages mécaniques, puis là, c'est le break, puis qui ont qui me font plaisir de nous écouter sur On Jase. Salutations aux gars, aux filles qui travaillent puis qui ont fait la job pour que tout le monde ait leurs pneus d'hiver en début de saison. Ben, ça va, mon Lévesque? Ben, ça va bien. En tout cas, je constate une chose, t'es dernière minute pas mal. Toi, t'es le genre de gars qui doit faire justement sacrer les gars d'un garage, là, qui arrivent à la dernière minute puis c'est pneus d'hiver. C'était aujourd'hui la date limite, c'est ça? Exact. Mais moi, je peux te le dire tout de suite. Le 30 novembre, sur le calendrier de mon mécano, Alain, que je salue, il fait dire, by the way, pour les retardataires, qu'il y a encore des pneus, parce que c'est assez rare d'en trouver de ce temps-là. Lui, à chaque hiver, il prend la dernière date, le dernier case horaire, puis il met mon nom. Ah, c'est correct. Okay. C'est correct. Et au moins, il est habitué, tu as un bon contact, c'est le fun. Hey, c'est une bonne idée, oui, que tu as comme ça de saluer des gens. On va le faire. Donc, demain, j'aurai des gens à saluer également. Écoute, aujourd'hui, ça fait drôle, hein? 1er décembre, moi, dans mon coin, il n'y a plus de neige. Tout est fondu. C'est de la pluie qui tombe depuis 2 jours. On a un petit redout de température également. Puis là, on regarde les nouvelles, tu sais, puis on voit que dans la Ligue nationale, ça ne commencera pas tout de suite. Là, il y a Pierre Lebrun qui a sorti tantôt, notre collègue, qu'on parle peut-être d'un retour entre le 20 janvier et le 1er février. Ce matin, on parlait que la Ligue vise toujours le 1er janvier. Je regarde dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec, on vient de mettre ça sur pause, minimum jusqu'au 3 janvier. Mais ça, le 3 janvier, c'est le retour des joueurs dans leurs équipes, dans leurs installations. Ça faisait pas de match avant un autre 2 semaines. On parle du 17, entre le 17 et le 22 janvier que ça pourrait reprendre. La Ligue nord-américaine, pas de saison. Le Senior 3A, pas de saison. Ça s'annule un peu partout. Nous, dans le Midget 3A, ça ne commencera pas avant minimum la mi-janvier, puis peut-être plus tard. Tu sais, quand tu regardes ça, tu fais comme aïe aïe. Le hockey mineur aussi, pas de retour imminent non plus. Donc, ça ira pas avant la mi-janvier de ce côté-là non plus, au minimum. C'est pas des bonnes nouvelles, mais c'est comme ça. Donc, on doit vivre avec ça. On doit régler le problème de pandémie, puis par la suite, essayer de trouver des solutions. Puis on va en jaser de tout ça aujourd'hui en long et en large avec nos intervenants. Avec Éric Bélanger notamment, qui lui est très impliqué au niveau du hockey mineur également, évidemment au niveau élite, là, avec les Chevaliers de Lévis, au Midget 3A, mais qui côtoie les jeunes de la structure et tout ça également. Donc, on va revenir un peu là-dessus, les impacts que ça peut y avoir. On va parler du Canadien, on va parler des petites nouvelles. Il n'y a pas beaucoup de nouvelles, mais on va en jaser avec notre ami Gaston Terrien, qui est déjà là, au bout du fil, qui est prêt. Salut Gaston! Au bout du fil. Salut Martin. Au bout du fil. Parce que mes AirPods, moi, ils ne tiennent pas le coup, fait que je suis obligé de me brancher. Fait qu'il a un peu raison, je suis au bout de mon fil de brancher. Je m'excuse. Ça, c'est mes années de radio qui sont revenues. Tellement habitué de faire des entrevues téléphoniques à la radio, ça a sorti tout seul. C'est vrai que c'était pas génial, là, au bout du fil. Je devrais dire au bout de son téléphone, parce qu'il est comme nous, sur le téléphone, mais en vidéo. Exactement, oui. Puis je vous salue très bien. Yannick, j'ai toujours aimé ton décor parce que pour un gars, puis c'est pas méchant ce que je vais dire là, qui n'a jamais joué au hockey, je veux dire, soit junior ou dans la Ligue nationale, tu as des chandails que toi, que j'ai même pas. Puis Martin, félicitations, tes cartes fantastiques, je les trouve très bien. Puis je trouve ça très, très bien. C'est un très beau décor. Les deux, c'est différent, mais au moins, vous n'avez pas copié un sur l'autre. Puis c'est ce qui fait la beauté du show, on jase. Vous êtes différents. Vous êtes différents dans vos couleurs, puis vous êtes différents dans vos cadres puis vos chandails. Tu sais, la beauté de ces chandails-là, Gaston, c'est que... Ah oui, c'est vrai, Gaston, une belle petite chemise. Ouais, mais lui, il a une belle chemise. Moi, c'est un polo. Ouais, moi, c'est
C'est mon linge que j'ai d'Ernest que j'essaie d'user. C'est plus difficile là, parce qu'on est tous à la maison. Tu l'uses un temps soit peu. Mon gars. Oui, exactement. Faut rentabiliser. Ouais. Hey, on va... Il y a beaucoup de nouvelles. Il y a beaucoup de nouvelles sur le Canadien. Luke Richardson a parlé aujourd'hui, les gars, à 11h. Puis sur 400 questions, il y en a eu 398 sur Romanov. Et Luke Richardson ne cache pas pour dire que du bien pour lui et que les attentes vont être très hautes. Donc, je sais que notre sujet va être, entre autres, on va parler de Caulfield, de ce qui s'est passé en fin de semaine sur RDS. Mais le coach des défenseurs du Canadien et Claude Julien, souvenez-vous, les gars, avait été élogieux en disant que c'était un poste à perdre pas mal plus qu'à gagner pour Romanov. Je sais qu'on était supposé de commencer avec Caulfield, mais allons-y avec une petite opinion là-dessus, là, sur ce que Luke Richardson a dit tantôt en point de presse. Gas, là, je vais te faire un résumé à peu près de 400 questions sur Romanov en 1 minute. Bien, premièrement, je pense que Luke Richardson, c'est un très bon. Moi, il me fait beaucoup penser, en tout cas, là, du laps de temps qu'on l'a vu travailler, je le vois aux entraînements. C'est un peu Jacques Laperrière, là, du côté québécois. Rappelez-vous qu'il a fait beaucoup d'années comme assistant. Il a vu passer beaucoup d'entraîneurs-chefs, puis lui est resté en place parce qu'on savait il aimait son poste de deuxième derrière l'entraîneur-chef. Il l'appuyait, puis il était fidèle à l'organisation du Canadien. Donc, quand je regarde Richardson, puis que lui voit arriver un joueur comme Romanov, Fleury, il y a des bons jeunes, Jolson, je pense que comme entraîneur des défenseurs, tu viens un peu énervé parce que c'est certain qu'à tous les entraînements, il va discuter avec Shea Weber. Puis de temps en temps, chez Weber, il dit « Luke, t'en rappelles-tu quand tu jouais, tu avais un côté robustesse. Moi, j'ai le côté un peu plus robuste, puis en plus de la finition sur l'avantage numérique avec son lancer. Donc, c'est plus difficile de donner des conseils à Shea Weber que de donner des conseils à Romanov. Puis là, il dit il va y avoir beaucoup d'attentes. Oui, il y a des attentes. Mais pour moi, la seule attente que j'ai de Romanov, c'est qu'il soit dans les 6 défenseurs de la troupe à Claude Julien, qu'il soit capable de progresser, qu'il soit capable de commettre des erreurs, mais d'apprendre de ses erreurs, puis qu'un jour ou l'autre, à moyen ou à court terme, là, qu'il devienne dans les 4 défenseurs. Il ne faut pas oublier que du côté gauche de la défensive, avec Sherrod et Edmondson, c'est 2 défenseurs qui ont de la maturité et de l'expérience. Donc, pourquoi dire qu'on va mettre de la pression? J'ai aimé Luke Richardson ou les commentaires de Martin quand il a dit « Oui, il y a des attentes, mais ce sont des attentes pour un jeune joueur qui va faire son entrée dans la Ligue nationale. » Bien hâte de le voir. En tout cas, c'est un beau problème pour un gars comme Luke Richardson d'avoir des gars comme ça qui s'en viennent. Tu parlais de Fleury aussi. Il y a quand même des jeunes qui poussent. Là. C'est mieux ça que quand tu es assis dans le bureau puis que tu mets, je sais, vous autres, les coachs, là, aujourd'hui, on écrit sur des tableaux, mais à l'époque, c'était des genres de papier aimanté. Puis que là, tu réussis à en placer 4, puis que là, pour 5, 6, tu as comme 6 noms, puis tu n'es pas capable d'en mettre un à aucune place. Ça, c'est pas mal plus compliqué que présentement ce que le Canadien a à faire. C'est que là, on place des noms, puis on a des options si des fois ces noms-là ne fonctionnent pas, non? Oui, puis c'est surtout le fait que du côté de Richardson ou même de Claude Julien, parce que je pense pas que les assistants ont un tableau là, spécifique de défenseurs, mais là, il peut mettre Sherrod, Edmondson puis Romanov. C'est à droite qui est le problème cette année, puis c'est pas un gros problème, parce que là, tu vas avoir Weber, Petrie, puis est-ce que tu vas avoir Kulak? Est-ce que tu vas avoir Mété? Est-ce que tu vas avoir Ouellet? Est-ce que tu vas avoir Jolson? Ouais. Est-ce que tu vas avoir Fleury? C'est là que le problème. Donc, il y a une chaise à prendre, puis lorsque la musique va arrêter, il faut que celui qui s'assoit soit capable d'assumer le rôle avec Romanov. C'est vrai, c'est bon, ça, c'est bon. C'est un bon lien, là, la chaise musicale. Oui, j'ai hâte de le voir, moi, ce Romanov-là. Là, on a vu, puis grâce à RDS, puis c'est quoi? Merci à tous les journalistes des autres médias qui ont tweeté en fin de semaine en disant quel flash de RDS de présenter ces matchs-là. On a reconnu la brillante idée de RDS de présenter ces 2 matchs-là. Malheureusement, le dimanche, je fais NFL Red Zone, fait que j'ai pas vu le match. Et samedi non plus, parce que je préparais NFL Red Zone, puis c'est long en temps. Gas, toi, tu l'as regardé, Caulfield. Je peux te dire que j'ai reçu beaucoup de messages pour me dire que j'avais du gaz pour appuyer mes points en disant s'il ne marque pas de but dans la Ligue nationale de hockey, il va faire quoi? Pas connu 2 gros matchs, a été lynché à certains endroits. D'autres l'ont dit « Hey, calmez-vous, c'est juste 2 matchs. » Bref, qu'est-ce que tu as passé du beau Cole Caulfield en fin de semaine à RDS? Bien, à peu près comme tout le monde, on est un petit peu resté sur notre appétit parce qu'on s'attendait à des merveilles de sa part, parce qu'on l'avait beaucoup vanté, puis on ne l'avait pas beaucoup vu.
Donc, on se disait, celui qui l'a le plus vu à RDS, c'est notre collègue Stéphane Leroux, qui l'a peut-être un peu suivi par Internet à certains moments où il a été le voir. Donc, c'est lui qui a plus la voix de dire, écoutez, je pense qu'il va être bon, je pense qu'il va arriver à faire des choses qui vont impressionner l'état-major du Canadien de Montréal. Mais moi, dans les 2 matchs, comme spectateur, ce que je regarde, c'est que c'est un droitier, c'est un petit joueur. Est-ce qu'il va être un peu, puis je l'ai pas comparé, mais parce que physiquement peu imposant, est-ce qu'il peut faire un peu ce que Genta a fait? J'ai des points d'interrogation sur un laps de temps ou une période de match, de deux matchs simplement. Sauf qu'il y a des aptitudes près du filet. Tu vois qu'il a faim de marquer. Est-ce que le lancer pour arriver à la Ligue nationale, ça aussi, son physique va certainement pas l'aider. J'ai rarement vu un joueur de petit gabarit avoir un lancer à la Shea Weber. C'est surtout des gars qui sont très puissants puis qui mettent leur poids parce qu'une technique de lancer, je l'ai enseigné dans les écoles de hockey, c'est pas simplement de dire, bon, ben voici un lancer frappé, puis c'est sûr que si tu fais ça, tu vas un lancer à 100 000 à l'heure. C'est pas comme ça. Il y a une technique, il y a une façon. Et surtout, parce que moi, j'avais un lancer j'ai gagné ma vie avec mon lancer, c'est l'instinct que tu as. Un peu, entre guillemets, l'instinct du tueur. C'est-à-dire que quand tu lances pas pour que le gardien puisse faire l'arrêt, tu lances pour marquer des buts. Donc, c'est cet instinct-là que tu dois avoir de dire, moi, quand je vais lancer, il faut que ça fasse mal pour pouvoir, quand je vais prendre un deuxième lancer. Est-ce qu'il a ça? Je ne pense pas. Est-ce qu'il est capable de gagner ses bagarres 1 contre 1? Bien, on en a vu un exemple au point de vue universitaire. Ça a été plus difficile. On ne l'a peut-être pas vu. C'est pas le gars qui va emmener la rondelle d'un bout à l'autre de la patinoire, mais j'ai l'impression que c'est un gars qui est capable d'emmener de l'offensive. Mon point d'interrogation, j'en ai quelques-uns, parce que j'ai discuté avec Yannick un petit peu ce matin, c'est à droite, le Canadien de Montréal, avec Gallagher, avec Anderson, puis avec Toffoli. Est-ce que pour les 3 ou 4 prochaines années, ils ont besoin d'un ailier droit? Vous allez toujours me dire, Gaston, on peut toujours penser transaction. Oui, mais pour le moment, ces joueurs-là sont en place avec des contrats à plus ou moins long terme de 4 ans et plus. Ça m'inquiète pour Caulfield. Puis moi, je rejette du revers de la main de dire, écoutez, c'est un droitier, mais il peut jouer à gauche, il l'a fait. Moi, là, quand j'étais dans les rangs juniors, j'étais un droitier. De jouer à gauche, c'était difficile. Mais pour me donner, puis j'ai été peut-être un des seuls joueurs de la Ligue junior majeure, ou même canadienne, j'ai joué 6 matchs de 60 minutes. J'ai jamais sorti. Dans les séries éliminatoires avec Gaston Drapeau. Donc, il fallait que j'aille à un moment donné à gauche, à un moment donné à droite. Est-ce que j'étais bon aux 2 places? Je vais vous le dire sincèrement, défensivement, non. Mais quand j'avais la rondelle, j'étais dangereux. Donc, pour avoir un temps de glace de qualité, autant Mété, autant Girard avec l'Avalanche du Colorado, ils ont joué à gauche, à droite, puis dans le junior, ça paraît un peu moins, puis à l'université aussi. Ouais. Mais dans la Ligue nationale, messieurs, il y a un point d'interrogation. Oui, tu sais, un gaucher à droite, on voit ça, mais parce qu'il y a beaucoup plus de gauchers que de droitiers. C'est rare qu'on voit le droitier switcher de l'autre côté. Celui qui est sûr qu'il peut le faire, parce qu'il a même dit qu'il est aussi confortable d'un côté que de l'autre, puis dans sa carrière, il a joué beaucoup à gauche, c'est Tyler Toffoli. Ça, on y reviendra pour ce côté-là. Là, j'ai dit à Yannick, je veux dire quelque chose à Gas. Gas, ça me fait rire que tu dis, y a-tu la shape pour la shot? Parce que c'est rare, tu vas dire ça dans ta vie. T'es plus grand que Caulfield, mais t'es pas grand, t'es pas gros. Et j'ai Marc-André Bergeron en tête. Vous étiez 2 gars avec des pilules assez certaines, merci. Je sais pas si Gaston Gingras est gros, lui. C'est un autre avec un méchant plomb. Fait que la grosseur... Gaston Gingras, la grosseur... c'est 6 pieds 1, 200 livres en partant. Puis moi et Marc-André Bergeron, c'est 5 pieds 10. Moi, j'ai joué à peu près à 175-180 dans le junior. Dans la Ligue nationale, lorsque le peu de matchs j'ai joué à 195. Dans le cas de Caulfield, quand on me dit 5 pieds 7, je regarde sa glace, je dirais peut-être plutôt 5 pieds 6 et demi. Puis je ne vais pas le mesurer avant chaque match. Mais pour le moment, puis je regarde Brian Genta, qui était à peu près de son physique. Pas aussi costaud Caulfield que Genta, mais il n'est pas formé en adulte. Puis Genta n'avait pas un lancer foudroyant non plus. Okay. Non, c'est ça. Pour jouer à lui, tu n'es pas obligé d'avoir la grosse shot. Là. Bon. Mais ça aide. Ça te donne un atout plus qu'un autre. Je vais te poser une question, Gaston. Ben, je la pose aux deux, en fait, mais Gaston en premier. Puis ça rejoint un peu un commentaire. Puis si vous le permettez, les gars, je vais vous lire un commentaire qu'on vient de recevoir sur la page Facebook. Benjamin Elie. Les critiques récentes sont basées sur 2 mauvaises performances d'un seul week-end dans un contexte qu'ils ont joué 2 matchs dos à dos, comme ils disent, back-to-back, avec seulement 9 joueurs en attaque. Le match juste avant, Caulfield a marqué 3 buts. Tout le monde en parlait et
même tout le monde parlait de ses améliorations dans sa zone. On peut-tu le laisser jouer, souligner ses bonnes performances et comprendre qu'il est encore en apprentissage? À ça, ma question, est-ce qu'on met trop de pression à Cole Caulfield? Et quand je dis « on », je parle des gens ici, des partisans du Canadien, des amateurs, des médias, tout le monde, on parle beaucoup de lui. Et je vous pose la question. Bien, premièrement, Benjamin, tu as entièrement raison. Moi, j'ai dit ma remarque sur simplement 2 matchs, parce que je ne l'ai pas vu jouer autrement. Surtout, je l'ai vu sur des séquences où il marquait le but. Donc, on voit que des bonnes séquences à ce moment-là. Mais moi, je regarde la situation. C'est pour ça que je vous ai dit que j'ai joué 6 matchs, moi, 60 minutes. Donc, moi, quand on me parle 9 attaquants, c'est 3 trios. C'est amplement. Est-ce que ça se fait à long terme? Non. À court terme, oui. Est-ce qu'il y a de la pression? Écoutez, c'est sûr que d'être devant la télé, il le savait qu'RDS était pour rediffuser ces matchs-là. Oui, il y a de la pression, mais attendez tant qu'il va être avec le Canadien, puis ça va être le Centre Bell qui est bondé, puis là, la TV, puis la TV américaine. L'autre chose, pour répondre à la question d'Yannick, oui, on met beaucoup de pression sur les jeunes lorsqu'on les repêche à Montréal. Pourquoi? Parce qu'on nous vante leur mérite beaucoup trop élevé qu'on devrait le faire. Exemple, je me rappelle très bien qu'on avait dit du côté de Tinordi, le défenseur, puis Beaulieu, ce sont 2 défenseurs qui vont aider le Canadien, puis on en mettait énormément. Et ils n'ont pas été capables peut-être d'assumer ce rôle-là dans la Ligue nationale, ou très peu, comme étant des premiers choix. Donc, quand on a repêché Caulfield, on a dit c'est un vol. Il aurait dû être dans les 10 premiers. Il y a des équipes qui regrettent, il y a des équipes qui nous appellent puis voudraient l'échanger. C'est simplement un vol. Moi, j'aurais aimé mieux qu'on me dise, écoutez, il y a un petit gabarit, mais attendez de le voir sur la glace. C'est un gars qui a du potentiel, c'est un gars qui a un bel avenir, puis nous, on va être patients, puis on va bien l'encadrer. Non, on a tout de suite mis la pression, puis ça venait pas de nous, ça venait de l'état-major du Canadien, de Timmins, de Marc Bergevin, qui ont dit, écoutez, c'est un pur vol. Quand tu fais un repêchage, tu te fais une liste. Tu fais 100 noms. Gaston Terrien, Martin Lemay, Yannick Lévesque. À un moment donné, tu repêches 4e, puis il en reste un dans les 3. Ton rôle, comme recruteur, c'est de dire, écoutez, il est encore là, c'est lui qu'il faut prendre. Tu te fais une liste, et moi, je pense que tu dois suivre cette liste-là. Donc, à partir du moment où les Canadiens ont vu Caulfield qui était libre au moment où ils l'ont repêché, j'ai rien contre le fait de l'avoir pris. Mais d'aller dire tout de suite, ça va être tout un joueur de hockey, c'est un petit gabarit, mais c'est un vol, c'est lui qui devait être là bien avant les autres. C'est là la pression qu'elle est venue. Les attentes sont venues des gens qui nous ont parlé de lui et non de nous, les journalistes. Fait arrêtez de dire que c'est toujours nous autres qui met la pression. Nous, on la met lorsqu'on les voit de nos yeux. Moi, j'ai émis un commentaire de ce que j'ai vu de mes yeux en disant, est-ce qu'il est prêt? J'ai un point d'interrogation. Mais je ne l'abaisse pas parce que je pense toujours que s'il a été un premier choix au gabarit qu'il a, c'est qu'il a un talent et un potentiel certain. Oui, mais écoute, là, la pression, là, on repassera, là, ça tout de faire autre chose. On va travailler en comptabilité. Puis même là, il y a de la pression. Les gens, il faut qu'ils relivrent un rapport d'impôt. Ça coche, ils ne peuvent pas se tromper. Il y en a de la pression partout dans la vie. Moi, je suis tanné de ça qu'on parle. Oui, mais il y a de la pression, de la pression. Hey, fais d'autres choses dans la vie. OK? Fait que ça, là, au niveau de la pression. Ah, mais Martin, le débat là, sur Cole Caulfield, puis moi, je l'ai dit. Attends. À Montréal, là, on est bon pour ça. Là. Ouais. Non, mais attends, tu repartiras après. Là. Moi, je me souviens quand Carey Price est arrivé avec le Canadien, là, son premier match à Montréal, là, le monde scandait Carey dans les estrades. Là, il avait arrêté une rondelle. Il avait reçu un tir. Tu sais, parlez-en à Guillaume Latendresse de la pression quand il est arrivé à Montréal. C'est la même chose. Tu sais, à un moment donné, je fais juste dire, Yann, c'est correct, là. On a le droit de mettre de la pression. Mais ici, c'est pire qu'ailleurs. Non, c'est pire à Montréal qu'ailleurs. Non. Va à Los Angeles. Va écouter les critiques sur les Lakers. Les Cowboys de Dallas, c'est pire. Les Yankees de New York, c'est pire. Je te parle de hockey. Le gars qui ne sait pas s'il va mettre du pain sur la table pour son équipe, pour sa famille, le gars qui ne sait pas qu'il va être capable de mettre un souper sur la table, ça, c'est de la pression. Il joue au hockey, Colin. Voulez-vous me lâcher avec la petite pression? Puis il est au Wisconsin, puis là, parce que Gaston... Laisse-moi finir jusqu'à épuisement. Gaston Terrien, il est là parce qu'il a dit à 11h à RDS de midi à 13h, tous les jours du lundi au vendredi, a dit « Ouais, Cole Caulfield, il est mieux de la mettre dedans. » Là, on fait « Oh, c'est de la pression. » Hey, fais d'autres choses dans la vie. Si toi, au Wisconsin, ça vient te mettre de la pression. Tu joues au hockey. Embrace the moment. Amuse-toi. Non, mais tu comprends-tu? Moi, les histoires de... On met trop de pression sur ces joueurs. On peut-tu parler d'eux autres sans que ça soit une pression écrasante et insupportable? Colin!
Vas-y, là. Non, là, je peux-tu parler, là? Bon, puis après ça, je vais laisser parler Gaston. Là, premièrement, calme-toi. Ça, c'est la première des choses. Deuxièmement, là, tu mets tout dans le même panier. C'est sûr que c'est facile là, quand tu prends toute la société en général. Oui, de la pression, on en a tous. Puis, tu sais, le gars qui travaille au dépanneur pour faire vivre sa famille, ça, c'est de la vraie pression. Je suis d'accord avec ça. C'est pas ça que je te dis. Moi, je te parle de hockey, de Ligue nationale. Je dis juste que des fois, à Montréal, on met plus de pression parce qu'on crée des attentes énormes avant que le gars arrive aux portes de la Ligue nationale et quand il commence à jouer dans la Ligue nationale. C'est juste ça que je dis. Je dis pas que c'est pas correct. Je dis juste que c'est plus difficile pour un Cole Caulfield quand il va jouer son premier match hors concours à Montréal, je vous le dis, là, on va l'analyser dans tous les sens, de haut en bas, de gauche à droite. Puis ça va être ses premiers coups de patin avec le Canadien. Je dis juste que pour un jeune comme lui, il y a plus de pression dans un marché comme Montréal que s'il est repêché par les Coyotes d'Arizona puis qu'il va pouvoir jouer 25 matchs sans que personne n'y pose une question avant qu'un journaliste aille le voir. C'est juste ça mon point. Là, décraigne-toi. Moi, je pense je veux juste te dire, lâchez-moi avec la maudite pression. Gas, je m'excuse. Je vais juste te donner un autre exemple. Carter Hart, là, à Philadelphie, quand il est arrivé, il n'avait pas arrêté. Non, mais écoute bien ça. Il n'avait pas arrêté un puck, là, puis on a même sacré dehors le directeur gérant Ron Extall parce que lui, justement, il ne voulait pas y mettre trop de pression. Ancien gardien de but de la Ligue nationale de hockey. Il a dit on va garder la Ligue américaine de hockey. Mais crime, ils n'ont pas de goaler à Philadelphie. Lui, il avait la pression d'être le meilleur gardien de but depuis Pelle Lindbergh, qui s'est tué dans les années 80. Il y en a partout de la pression, mais ici à Montréal, écoute ça, mais si on dit que lui, il est mieux de produire. Hey, pauvre petit chou, on y a mis de la pression. Vas-y, Gas, je vais prendre une pause. Prends une gorgée d'eau. Moi, je pense que la pression dans la Ligue nationale, elle vient avec le contrat que tu signes. Je regarde Connor McDavid, il y a beaucoup de pression sur ce joueur vedette-là parce qu'on dit de lui, c'est un joueur concession, puis il faut absolument que les Oilers d'Edmonton puissent faire des séries à chaque année. C'est pas évident pour lui. Mais ça, il y a un contrat. Il y a un contrat à long terme avec plusieurs millions. Même chose pour Carey Price. Il y a de la pression à Montréal parce qu'on lui a donné un contrat à long terme avec plusieurs millions. Quand tu arrives avec le Canadien de Montréal et tu as un contrat d'1 million, on ne te met pas trop de pression. Parce qu'on dit, ouais, il faut lui laisser la chance, c'est pas évident, il manque de vécu d'expérience. Quand on te signe à long terme, on met des millions, la pression vient automatiquement avec. À Montréal, elle vient plus, je vous l'ai expliqué, parce qu'on nous vend le joueur beaucoup trop élevé, les attentes, que ce qu'on connaît ou qu'on pourrait voir au fur et à mesure où on va le découvrir. Dans le cas de Caulfield, on a dit de lui que c'était un des 10 meilleurs attaquants ou joueurs qui étaient libres au moment où on le repêchait. Bien, la pression va venir avec le fait qu'on l'a comparé à ça. Est-ce que c'est bien? Moi, je pense que c'est non. Mais à Montréal, c'est comme ça. Si tu n'es pas capable de subir la pression, bien, tant pis pour toi. C'est sûr. Ah, ben, ça va être comme ça partout. Il faut produire. N'importe où tu vas aller dans la vie, tu te dois de produire, junior, majeur, etc. Il y a des grandes attentes. Fait que je vais prendre un respect pour les gens de la TV qui sont au grand titre. Ceux du web, restez là. On s'en vient. Moi, je veux même plus t'entendre parler de la pression. Puis je veux même plus jamais qu'on me dise qu'un joueur peut pas performer parce qu'il n'aimait pas la pression ou parce qu'il n'est pas capable de la supporter, la pression. Le problème, c'est pas la pression. Le problème, c'est le gars qui n'est pas capable de la supporter. J'ai déjà dit sur ce show, puis Guy Boucher l'avait repris, je vais répéter, on prépare nos petits gars pour le chemin au lieu de préparer le chemin pour les petits gars. Non, on prépare le chemin pour les petits gars au lieu de préparer le chemin. Fait que là, on veut enlever de la pression pour que le petit gars puisse évoluer au lieu de dire « Hey, fais-toi pousser une carapace, là, puis passe à travers la pression comme un grand garçon. » En tout cas. C'est pas ça que je te dis. C'est pas ça. Ah non. Vas-y, Gaston. Bien, moi, je pense qu'à partir du moment où tu fais un sport d'élite, que ce soit à partir, moi, je calcule qu'à partir du midget 3A, junior majeur, universitaire, où c'est des grands niveaux de hockey, là, aux États-Unis, en Ontario, il y a des niveaux de hockey là, collégial, universitaire qui sont élevés. Puis Ligue nationale, je pense que là, la pression, elle vient parce que tu es dans un sport d'élite. Puis quand tu parles d'un sport d'élite, ça devrait être les meilleurs, soit de ta région, de ta province, de ton pays ou de la Ligue nationale. Quand tu compares Connor McDavid puis que tu dis est-ce que c'est Nathan McKinnon qui est le meilleur Connor McDavid ou Sidney Crosby, c'est que tu es dans les 3 meilleurs au monde. Il faut faire attention, là. Ça, c'est normal d'assumer et tu dois être capable d'assumer. Tous ceux qui ne sont pas capables d'assumer de la pression, bien, ne deviennent pas des joueurs concession puis des joueurs du temple de la renommée. Moi, je peux pas. J'ai des noms en tête puis je les nommerai pas, mais il y a des joueurs qu'on pensait que peut-être qu'un jour appartiendraient au temple de la renommée puis qui n'ont pas été capables de subir cette pression-là puis ils ont mis fin à leur carrière. Je regarde un gars comme Vincent D'Anfos où lui, il a assumé partout comme capitaine
puis je suis certain qu'il va être un jour au temps de la renommée, bien, il a assumé cette pression-là d'être un premier choix, puis de dire à un moment donné, bien, je dois être le premier leader en avant offensivement. Quand il était avec le Canadien, ne pas me faire croire que ce gars-là n'avait pas de pression. Il parlait français, puis il devait être un joueur élite du Canadien. Donc, lui, il l'a assumé. Mais c'est pour ça que je vous dis, quand on parle d'un temple de la renommée, Guy Carbonneau puis tous les autres du Canadien, c'est qu'en quelque part, ils ont dû assumer cette fameuse pression-là. Bon. Hey, je pensais pas que je t'ai pas allumé quelque chose avec ma question comme ça, mais je t'ai allumé pas mal. Mais parlant de pression, Martin, tu devrais apprendre, là, t'es rouge dans le visage. Ta pression est haute, là. Ouais, ma montre me dit de respirer. Hein. Plusieurs commentaires. Oui, il y en a beaucoup. Plusieurs commentaires. Ouais, sur Facebook, il y en a beaucoup. C'est les attentes, le problème, pas la pression. C'est des professionnels. C'est Alexandre Vaillancourt qui dit ça. Et bien sûr, les gens répondent à Alexandre. Ils sont d'accord avec ce qu'ils viennent de dire. J'essaie de lire les nouveaux qui apparaissent, là, que les habitués, là, les Gaétan, les Jérémy, les Olivier, salutations. Mais j'ai Jessica Lemay ici qui dit dire « calme-toi à un Lemay », ça fait exactement l'effet contraire. Signé Jessica Lemay. Fait que dans tes dents, Yannick Lévesque. Marc qui dit « j'aime ça quand le débat est... » Oui, mais honnêtement, ça, je ne dérogerai jamais. Sur la pression, là, lâchez-moi avec on met de la pression parce que Gaston, Martin et Yannick en passent leur dîner. C'est pas vrai, c'est pas ça de la pression. La pression, c'est lui qui devrait s'en mettre, mettre la petite noire dans le net. Pression, c'est pas Yannick. Je m'excuse, Yann. Tu as beaucoup de crédibilité dans la vie, mais tu peux dire n'importe quoi sur On Jase à RDS. Ça ne devrait pas changer le niveau de pression sur Joe Pitt là-bas au Wisconsin. Fait que, vas-y avec des commentaires parce que la majorité sur On Jase sont de mon bord. Pas ça que je vois, moi. Je vais prendre deux secondes, les gars. Je vois la même page que toi, by the way, là, mais c'est assez partagé, mettons. Veux-tu que j'aille en lire quelques-uns qui me supportent 100% d'accord? Non, c'est des blagues que je fais. Il y a Rémi Charon, les gars, que je veux saluer. Écoutez, il vient de nous écrire. Bonjour, les gars, je vous écoute en direct de Fort Worth, au Texas. Excellent show. C'est vraiment le fun de vous écouter. Vous me permettez de rester en contact avec le Québec. Donc, ça, c'est le fun. Charles Boisclair, il revient sur Caulfield. Il dit qu'il a regardé les 2 matchs. Ça n'a pas été sa meilleure fin de semaine, mais il dit ça m'a permis de découvrir Caulfield à des talents de passeur et en zone restreinte. Donc, il doit évidemment améliorer son jeu. Attendons un peu, soyons patients, mais c'était le fun de pouvoir voir évoluer Caulfield. Puis ça me permet aussi de mentionner, je veux saluer Stéphane Brunel, je veux saluer Stéphane Flibot également, qui dit, lui, je suis d'accord avec Martin, la pression, c'est dans la tête et l'athlète doit maturer. Après ça, il y a Denis Descoteaux qui marque, Martin mange une Snickers, t'es pas pareil quand t'as faim. Je voulais faire un petit jeu de mots, c'est juste drôle. Ou c'était peut-être à moi, là, je pense que c'était à toi, mais c'est peut-être à moi, peu importe. Écoute, je veux simplement mentionner aussi, les gens l'ont vu en fin de semaine, Caulfield, mais il faut rappeler aussi qu'il va être de l'équipe canadienne, pas canadienne, l'équipe américaine au prochain championnat mondial junior. Oui, c'est ça, il va être dans l'équipe américaine. Et on va présenter les matchs des États-Unis également à RDS, donc ça va être le fun de le voir évoluer là également. Écoute, Gaston, le temps file rapidement, mais je voulais juste prendre un petit instant. Hier, dans le point de presse de Dominique Ducharme, il a été question de Jonathan Drouin. On connaît le lien entre Dominique et Jonathan. Il a été son entraîneur à Halifax dans la Ligue de hockey junior major du Québec. Et là, lui, il racontait que cette année, à cause de la COVID, il n'a pas pu s'entraîner en solitaire avec lui, passer du temps avec Jonathan, mais que malgré ça, il s'attend à ce que Jonathan Drouin connaisse un excellent début de saison selon ce qu'il y a eu comme discussion avec lui et tout ça. Tout en penses quoi de ça? Je pense que les attentes aussi sont hautes envers Jonathan Drouin et il se doit de connaître un bon début de saison là, dès le départ. Oui, premièrement, tu m'as dit ce matin, puis c'est sa 4e année que le Canadien, puis les attentes ont toujours été très, très, très élevées. Pourquoi? Parce qu'on lui a donné un contrat à long terme avec beaucoup d'argent, là, plus de 30 millions, là, si ma mémoire est exacte, ou près de 30 millions pour 5 ans. En tout cas, l'important, c'est de savoir qu'il y a eu un bon contrat avec le Canadien lors de l'échange contre Sergachev. L'autre chose, je pense que Dominique Ducharme est dans le moment, est un bon deuxième entraîneur. Il n'est pas l'entraîneur-chef, c'est Claude Julien. Puis lui, c'est facile pour lui d'aller le voir et dire « Écoute, Jonathan, je vais t'aider, tout ça. » Mais Claude Julien, là, pour moi, on n'a rien à lui reprocher dans le cas de Jonathan Drouin. Pourquoi? Parce qu'il l'a fait jouer sur le premier trio. Il l'a fait jouer en avantage numérique. On lui a donné du temps de glace de grande qualité.
Il reste que du côté de Jonathan, il n'a peut-être pas répondu toujours aux attentes de Claude. Puis à un moment donné, Claude, comme entraîneur-chef, pour vouloir gagner, il a pris des décisions qui n'ont pas plu à certaines personnes et à Jonathan Drouin. Maintenant, si tu demandes à 20 joueurs dans un vestiaire, si je t'emmène ton entraîneur, vas-tu performer? Ils vont dire oui, mais ça va te prendre 20 entraîneurs derrière le banc. Oui, on va revenir avec les gens de la télé dans 2 petits instants. Merci, Gas, pour une vraie belle passe dans l'enclave pour la pause. C'était fantastique, pas comme les Vikes. T'as bien organisé ça. Non, mais... Ouais. Je t'en ai fait, mais t'es pas capable de la mettre top net. Oui, mais ça prend un vrai passeur. Moi, je suis d'accord avec Gas. Drouin a bien fait au début de l'année. Puis Ducharme en a parlé. Jusqu'au mois de novembre, tout allait bien pour Jonathan Drouin. Et c'était un joueur qui était différent, amélioré. Mais Gas, tu vas être d'accord. Après sa blessure, quand tout le monde prend le mois de novembre, le mois de décembre pour prendre le renvolé, il n'a jamais été capable de rattraper ça au niveau du conditionnement physique, au niveau de la game shape qu'on appelle. Ça a été moins pire peut-être en séries éliminatoires. Puis c'est le Drouin d'octobre qu'on veut revoir la saison prochaine. Mais je te dirais à ça, Martin, oui, il a été blessé, puis c'est dommage. Une blessure, des fois, ça affecte un joueur plus longtemps ou plus ils ne sont pas capables de jouer. Chacun a une morphose. Tu sais, dans le hockey, tu ne peux pas dire si un joueur va être capable de réagir à une blessure de la même chose qu'un autre. C'est ça que je veux dire. Puis lui, il a peut-être mal réagi. Mais il reste que son devoir de professionnel, c'est de se préparer à un retour au jeu pour essayer de redevenir le Jonathan Drouin qu'il était, comme tu l'as dit, au mois d'octobre. Maintenant, c'est dommage. Mais Claude Julien ne peut pas dire « Ah, écoutez, peut-être que Pacioretty, ça y prenait 2 semaines, mais Drouin, ça va en prendre 6. Fait que je vais me permettre d'être patient. On va perdre 6-7 matchs de plus. » Claude a un mandat, c'est de gagner à Montréal. Puis moi, je pense que Claude n'a rien à se reprocher. Puis dans le cas de Jonathan, bien, c'est à lui à démontrer, parce qu'à chaque année, à chaque début de saison, on dit qu'il va connaître une grosse saison. On le croit. Puis on est encore en mode attente dans son cas. C'est pas une mauvaise personne. On n'a rien contre lui, mais on aimerait tellement qu'il soit capable de démontrer qu'il appartient à l'élite de la Ligue nationale par son talent, sa vitesse, ses mains, son intelligence. Il a de très grandes qualités. C'est maintenant à lui à les mettre sur la glace pour qu'on puisse être capable de constater que c'est un joueur d'impact pour le Canadien. Mais en tout cas, il est temps que ça commence, puis on a hâte que ça commence parce que là, on cherche des sujets à chaque jour, puis on analyse et suranalyse les commentaires des entraîneurs adjoints. Bien, c'est correct, ça nous permet de discuter de la prochaine saison, mais on a bien hâte que ça commence. Hey Gaston, un gros merci, c'était bien le fun à midi, puis on remet ça bientôt. Puis on te souhaite une belle journée. Écoute, il fait beau. Il fait beau. C'est nuageux, mais il fait chaud. Fait qu'on peut en profiter pour prendre une bonne marche. Je sais que tu aimes ça prendre des marches. Non, merci, là, c'est nuageux, mais écoute, il fait doux. Salut, Gas. Bye. Alors voilà, Gaston Terrien qui est avec nous. Martin, écoute, il y a plein de commentaires. Là, j'en tête un petit peu. Là, on me dit que... Stéphane Dufresne. Hein? Non, mais c'est ta pression qui a fait ça. Stéphane Dufresne, je vais relativiser si le joueur donne son 100%, en général, on l'aime. C'est vrai, c'est un peu ça qu'on veut dire. Quand tu donnes à 100%, ben il y a moins de critiques parce que l'effort est là, puis le travail est là, puis les gens... Tu sais, quand je parlais de la pression, ça vient avec la passion. Tu sais, les gens ici sont des vrais passionnés. Puis automatiquement, bien, quand tu es passionné, tu mets de la pression. Puis c'est correct. C'est correct comme ça. Je ne suis pas en train de dire que c'est pas correct. Je veux juste dire que des fois, ça peut être plus difficile pour certains individus à gérer. Maxime Proulx écrit « Ça doit être à cause de la pression que Drouin ne fonctionne pas. Qu'en penses-tu, Martin? » On ne leur repartira pas là-dessus. Là. Exactement. On va lui donner une autre excuse. Hey, j'en salue un dernier, après ça, je te laisse aller. Jason Bénard, un Josh Anderson va avoir beaucoup plus de pression l'an prochain qu'un Romanov, par exemple, Money Talk. C'est vrai, tu as raison. Puis il y a plein de commentaires comme ça. Je te laisse en lire quelques-uns sur rds.ca avant d'accueillir notre prochain panéliste. Ouais, Laurent, il dit « Mon gars Drouin va avoir une bonne saison cette année. » Tiluc, qui dit « Pour Drouin, ça passe sous sa case cette saison. » Il y a Dédé André qui dit « Ouais, tu restes où, toi? Il mouille, ici. » Donc, mais non, moi... petite Colette Lévesque, ta météo n'est pas bonne.
Bon, ça se poursuit. Martin Le Province, c'est pas la pression, c'est les attentes. On s'attend déjà que Caulfield marque 50 buts par saison. Lui, du temps à l'université et dans la Ligue américaine, va y faire... Ça va prendre 1 ou 2 saisons dans la Ligue nationale de hockey avant de lui demander d'être un Brett Hull. C'est Dominique Vouligny qui a écrit ce message-là. Absolument. Puis tu sais, les attentes, on dit tout le temps que c'est méchant média. Mais les attentes, ça se peut-tu que ce soit Trevor Timmons qui dit on pensait jamais qu'elle allait être là au rang qu'on l'a recommandé? Ça se peut-tu que ce soit à faute de Marc Bergevin, les attentes, quand il dit Pat Brisson, son agent, nous a dit que oublie ça, tu invites-les pas à souper pour le repêcher, il sera pas là au rang que tu repêches. C'est-tu nous autres vraiment qui met les attentes ou c'est la direction qui dit des choses que les gens qui nous écoutent en jase ou nous autres, on va reprendre pour dire à quel point, waouh, il est supposé être bon. Puis, tu sais quoi? On dit qu'on met trop de pression sur Cole Caulfield. Sous ce show-là, l'animateur avec toi, arrête pas de dire pas sûr que Cole Caulfield, c'est la bonne affaire. Puis aujourd'hui, on vient de faire 20 minutes sur la pression qu'on met sur Cole Caulfield, alors que moi, depuis qu'il est repêché, je dis c'est ça que tu fais. Faire quoi, tu mets de la pression. Net, lui, là? C'est ça que tu fais. Si Martin Lemay met de la pression, ses petites épaules frêles, la Cole Caulfield, il n'y a pas d'affaire là. Non, mais on ne sait pas. Il va peut-être répondre. Il va peut-être répondre présent quand que. Hey, laissez-y le temps. Il est jeune. Il est encore dans la NCAA. Là. Ben, c'est ça. Mais là, on va te le mettre d'en face en Vera s'il fait un job. Crée-moi. Mais ça, c'est pas avant. On va te le mettre d'en face en Vera s'il ne fait pas. Ah, c'est ça. C'est ça. Hey, je sais pas ce que notre prochain invité en pense. C'est Éric Bélanger qui est là, qui est déjà installé. Salut, Éric. Salut, boys. Comment tu délègues ça, toi, la pression? Ça me fait rire. Vous avez l'air d'un vieux couple. J'aime ça. Écoute, la pression, là, écoute, tu t'en vas dans la Ligue nationale. Je suis d'accord à 100% avec Martin. Si t'es pas capable de gérer la pression, fais d'autres choses. La pression, il y en a dans tous les domaines dans la vie. T'es repêché en première ronde, oui, ça mène une pression additionnelle. Puis oui, Montréal, t'as une pression additionnelle. Ça fait partie de la game. Puis moi, la pression, j'aimais ça. Ça m'aidait à mieux me préparer, puis ça m'aidait à mieux performer d'avoir la pression. Puis je te dirais qu'il n'y avait pas personne plus que moi qui s'en mettait sur les épaules. Fait que ça ne m'a jamais fait peur. Puis si tu veux jouer pour le Canadien, bien, ça fait partie de la game. Yannick, je pense que plus que tu intervention? T'as-tu entendu le début de son intervention? Il a dit, vous me faites rire, vous êtes comme un vieux couple. A raison. Ouais, mais... Toi, tu retiens ce que tu veux. Ben moi, mais, là... Non, mais le pire, c'est que j'ai pas dit que tu n'avais pas raison. C'est parce que c'est juste que toi, tu as pris mon affirmation puis tu l'as englobé général dans la vie, dans la société. C'était pas ça mon point. Mon point, c'était au hockey, dans la Ligue nationale, à Montréal, on a tendance à mettre plus de pression qu'ailleurs. C'était ça mon point. Puis Éric Bélanger, sois honnête, là, toute ta carrière, tu as joué, tu t'es promené avec quelques équipes, là, OK? Si tu avais eu la chance, parce que moi, je considère que c'est une chance pour un Québécois de jouer pour le Canadien, si tu avais eu la chance de jouer pour le Canadien, sois honnête, tu aurais eu plus de pression de jouer à Montréal que de jouer à Edmonton ou de jouer à Los Angeles. Là. Oui, moi, je l'ai vécu. J'ai joué dans des marchés un petit peu moins... peu orthodoxe, à Edmonton, ça se compare à Montréal, puis moi, ça n'a pas bien été là-bas. Fait que, oui, j'en ai eu de la pression, puis je me le faisais dire. Mais tu sais, je te dirais qu'en Arizona, là, quand j'ai été 15-20 games sans marquer de but une année, ça me dérangeait pas bien. Exactement. Mais à Edmonton, je me le faisais dire en Simonac, puis être Québécois à Montréal, oui, ça rajoute de la pression. Puis oui, de jouer pour le Canadien, ça rajoute de la pression. C'est sûr. Les marchés, là... les meilleurs marchés de hockey aux États-Unis et au Canada, tu as de la pression additionnelle parce qu'il y a une couverture médiatique qui est plus présente. Puis à Montréal, mais c'est là que tu en as le plus. Ça, c'est sûr. Puis en étant québécois, ça en rajoute. Ça, c'est sûr. Donc, quand tu te ramasses à Montréal, que ce soit comme agent libre, oui, quand tu es repêché, tu n'as pas le contrôle de ça. Mais quand tu décides d'aller à Montréal, ça fait partie de la game d'avoir plus de pression. Donc là, c'est là, il faut que tu dises. En tout cas, regarde, Yannick a raison. Non, attends, vous avez les deux raisons. Il n'a pas dit ça. Il n'a jamais dit ça. Ah, OK, j'aime ça. Il n'a jamais dit ça. Il n'a jamais dit ça. Puis tu sais, on passera pas le show sa pression, mon Yann, là. Mais tu l'as entendu, il a dit je marquais pas 20 buts en Arizona, puis je m'en sacrais.
Tu vois, c'est pour ça que c'est important de la pression, parce que tu veux pas... Tu sais, les gens qui font leur travail puis qui s'en foutent, là, puis qui n'ont pas de ça te pression pousse à de la faire, performer. je la fais, Ça, je suis d'accord avec toi. Ben, c'est ça. Fait que c'est ça. Tu comprends-tu? Éric Bélanger vient exactement de te dire. J'avais de la pression à Edmonton, en Arizona. En Arizona, ça me dérangeait pas si je ne livrais pas la marchandise. Tu as ta réponse. On passera pas le show là-dessus. Ben, non, ce que je disais. J'ai pas dit que ça me dérangeait pas. J'ai dit que c'était moins problématique. Tu sais, je pouvais passer sous le radar, puis j'étais capable de... Honnêtement, ça m'a aidé encore plus, parce que je m'entendais bien avec Dave Tippett, qui était l'entraîneur, puis je te dirais qu'avoir moins de pression médiatique qui me le mette d'en face, hey, ça fait 11 games, hey, ça fait 12 games, hey, je le sais, le jambon, ça fait 12 games, j'ai pas scoré, j'ai pas besoin de me le faire dire. Et comme j'ai dit dans mon intervention du début, moi, j'étais probablement celui qui me mettait le plus de pression. Fait que de pas marquer pendant 15 games, c'était pas qu'on allait là-dessus, je m'en allais pas jouer au golf et dire je m'en fous de pas performer. Non. Mais ça m'a aidé à passer à travers plus facilement, d'avoir moins de pression de l'extérieur. Bon. Il va-tu être bon, Caulfield? Moi, je vais te le décrire, parce que j'entends des affaires à gauche pas à droite, là, comme si c'était la 7e merveille du monde. Écoute, premièrement, là, j'ai regardé des matchs, parce que j'ai rien que ça à faire depuis un bout, regarder des matchs de hockey. J'ai regardé des matchs de la LHJMQ. J'ai regardé des matchs de la NCAA, que ce soit Notre-Dame, que ce soit les 2 matchs de Wisconsin que l'Arizona State en fin de semaine. OK? Le premier problème de la NCAA, c'est une glace olympique. Premier problème, quand les gars arrivent professionnels, ils ont de la misère à s'adapter au début parce que la patinoire est plus petite. All right? Premier problème. Deuxième problème, c'est que c'est une ligue de hockey qui a beaucoup trop d'espace sur la patinoire. Il n'y a pas beaucoup de structure de ce que j'ai vu. Les joueurs, ça vire en rond comme s'ils étaient sur un lac à cette île. All right? Moi, j'ai trouvé ça épouvantable de regarder comment que les gars viraient, comment que les gars n'ont pas de structure de jeu. Ça back-check une fois sur 2 dans la couverture de zone défensive. Ça prend pas leur rhum. Moi, j'ai trouvé ça désastreux, les systèmes de jeu. Tony Granado, c'est quand même un gars qui a coaché dans la Ligue nationale. Ça me rentre pas dans la tête de voir comment les gars, ils n'ont aucune structure. Caulfield a un talent indéniable. Il est un des meilleurs joueurs que j'ai vu dans les dernières années quand il a la rondelle et quand il a le temps de faire un jeu dans la zone offensive. Son changement de direction sur ses lancers, c'est incroyable. Il dégaine le puck, comme on dit. Il a des habiletés individuelles hors pair. Ça, là, c'est indéniable. Mais est-ce que Caulfield va être capable de faire ça sur une base régulière dans la Ligue nationale où les joueurs sont plus gros, plus forts, plus structurés, où il y a moins d'espace sur la patinoire? J'analysais le jeu de Caulfield en zone neutre. Lui, c'est un joueur qui veut la rondelle puis qui veut avoir le temps et l'espace de faire des jeux. Dans la NCAA, il a le temps parce que la patinoire est plus grande, puis il y a moins de structure, puis les joueurs sont moins gros et moins bons. All right? Mais lui, là, son adaptation, là, il pourra pas... Moi, je pense pas qu'il va pouvoir partir de la NCAA puis s'en aller directement à la Ligue nationale. C'est trop un gros clash. Il est trop petit. Moi, je pense qu'il a besoin de s'en aller dans la Ligue américaine, de jouer dans un système de jeu qui est vraiment plus structuré que la NCAA, sur une petite patinoire avec des hommes. Je pense que la NCAA, là, honnêtement, là, de ce que j'ai vu, les matchs que j'ai regardés, c'est très décevant. Honnêtement, c'est du hockey d'été. C'est bon, tu viens de donner tout un coup là. Moi, Non, mais c'est ça. Oui, je suis... c'est correct. Ouais. Ben, si c'est ça, mon chum, là, je te crois que c'est ça, là. Je te crois que c'est ça. Ça fait juste renforcer. Puis tout ce que tu as dit sur sa shot, sur son lancer, de la façon qu'il dégaine, je suis tout d'accord. Ça fait juste renforcer mon idée de départ de dire si jamais il n'est pas capable de faire ça avec des hommes sur une plus petite glace, il est inutile. C'est pas le plus grand patineur. C'est pas lui qui gagne ses batailles 1 contre 1. C'est pas un génie de la défensive. Il joue à l'aise. Il ne gagne pas de face-off. Tu comprends-tu? Il va pas planter le monde des murs. Il n'amène pas à robuster. J'étais inquiet pour toutes les raisons que tu viens de donner. Et là, ça fait juste renchérir sur mon inquiétude. Ben, tu sais, c'est qu'il faut que tu sois capable de le faire. Vas-y, Yannick. Non, ben, ça m'amène à une autre question, les gars. Puis on en a parlé pendant qu'on a fait des émissions là, lors du dernier repêchage. Dans ce cas-là, là, moi, là, je viens d'écouter ce que tu as dit, là, puis c'est une analyse très judicieuse, Éric, en passant. Là. Puis je suis content d'entendre ça comme étant un gars du Québec puis d'administrateur de hockey avec le Midget 3 et tout ça au Québec. Mais dans ce cas-là, pourquoi que l'on repêche autant de gars des collèges américains
chez le Canadien, mais dans la Ligue nationale aussi. Tu sais, parce que je veux bien croire que c'est à cause qu'ils peuvent bénéficier d'une année de plus pour le signer, là, pour les contrats. Tu sais, ça, je le comprends. Deux. Mais c'est deux années de plus. Mais si, avec ce que tu expliques, là, moi, ça m'allume, là, ça me fait signer un petit signal d'alarme, dire « Oh boy, attends un peu, là. » Ça veut dire que les gars évoluent sur des glaces qui ne sont pas adaptées à nous autres, c'est plus difficile, ils tournent en rond. Là, tout ce que tu as expliqué, je ne vais pas répéter ce que tu as dit, mais il me semble que, je sais pas, moi, comme dépisteur ou comme directeur gérant, j'y penserais 2 fois. Tu sais, un exceptionnel, un gars vraiment bourré de talent, comme supposément Caulfield, OK, mais pour les autres, tu sais, les gars de 4e, 5e ronde, là. Ben moi j'aurais un gros red flag, comme on dit, dans le sens que, oui, l'avantage là, de la NCAA, c'est pas compliqué, c'est que tu as 4 ans pour signer un joueur que tu repêches. Fait que tu as 2 autres années pour voir si tu t'es trompé ou pas, ou voir si le joueur est capable de se développer sur le tard, comme on dit. Donc, avoir 2 ans supplémentaires, c'est pas mauvais. Mais de ce que j'ai vu, la structure du hockey, écoute, j'ai regardé plein de matchs de la Ligue junior majeure du Québec dans la bulle et un petit peu avant ça. J'essaie pas de comparer les deux, là, mais je vois que dans le junior majeur, c'est une patinoire nord-américaine qu'on a dans la Ligue américaine, dans la Ligue nationale, etc. C'est plus structuré. La NCAA, l'erreur que moi je vois, c'est je l'ai vécu jouer sur des grandes patinoires. Je l'ai vécu en Russie, je l'ai vécu en Italie, lorsqu'on a eu le lockout de 2004. Puis jouer sur une grande patinoire, c'est vraiment pas la même chose. C'est beaucoup plus d'espace. Puis je regardais, là, lorsqu'il y avait un petit peu de structure dans le jeu défensif des équipes, ils attendent à 5 à la ligne rouge. Ils sont 3 dans la zone neutre, 2 défenseurs à la ligne bleue dans leur zone défensive, puis ils attendent que les gars reviennent, que les gars rentrent avec la rondelle offensivement. Fait que, tu sais, ça crée un jeu qui est statique, puis tu crées des systèmes défensifs, à mon avis. Moi, j'ai détesté jouer sur les glaces olympiques parce que les entraîneurs essayent de rapetisser la zone neutre en ayant là, quasiment 5 gars statiques. C'est pas le hockey réaliste qu'on a dans la Ligue nationale, dans la Ligue américaine. C'est pour ça que moi, j'ai un gros point d'interrogation. Quand les meilleurs joueurs qui ont du talent comme Caulfield vont s'en sortir, mais je pense que l'adaptation de monter dans la Ligue nationale directement est plus difficile, à mon avis. C'est là que je vois un gars comme Caulfield passer du temps à Laval pour justement voir comment il est capable de réagir dans une structure de hockey nord-américaine plus de la Ligue nationale avec des hommes. Puis moi, là, il y a des choses que j'ai vues, là, j'ai des gros points d'interrogation, le temps que ça va lui prendre d'être capable d'adapter ça à son jeu. OK, des commentaires sur les pages. Yannick, premièrement, je suis d'accord avec Éric, le jeune peut encore améliorer plusieurs facettes. Sébastien Rancourt dit « Sherbak avait du 16 et des skills. Il s'avère pas pas pire inutile quand même au final. » Parce que moi, tantôt, j'ai dit « S'il marque pas de but, il va faire quoi? » Fait qu'il dit « Sherbak il avait du 16, puis finalement, il est inutile. » Bon point, Seb, bon point. Éric, que penses-tu de la vitesse de Caulfield dans ce que tu as vu cette fin de semaine? Martin a dit qu'il n'était pas rapide. Moi, je peux juste vous rapporter ce qu'on a lu dans les scouting reports à la suite des matchs. Là. Bien, il y a quand même une bonne vitesse, mais il y a le temps de faire des jeux dans l'NCAA. Il y a du temps, il y a de l'espace. On va dire, là, quand tu arrives dans la Ligue américaine, dans la Ligue nationale, là, avoir la rondelle en zone neutre, tu as 2-3 gars sur toi en fraction de seconde. C'est très, 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 mais très différent. Quand Caulfield a la rondelle en zone offensive, vu que la patinoire est beaucoup plus large, plus longue, tu as le temps de lever la tête, tu as le temps d'être capable de bouger tes pieds puis de faire des jeux. Puis lui, il a un lancer, puis il a des mains au-dessus de la moyenne. Fait que ça va l'aider à ce niveau-là. Mais rendu au niveau supérieur de la Ligue nationale, il n'aura pas le temps de faire ces jeux-là. Il n'aura pas le temps de se lever la tête, d'être capable de bouger ses pieds, puis après faire son jeu. Il va déjà avoir un adversaire sur lui. C'est là la grosse différence. C'est là que je dis que c'est du hockey d'été parce que il y a beaucoup plus d'espace, puis il n'y a pas tant de mise en échec que ça. Là. Bon, j'y vais moi aussi de mon côté avec 2 commentaires sur la page Facebook. Il y a Kevin Bélanger qui, lui, parle un petit peu de la pression, là, qui dit « Quand je jouais contre l'autre équipe locale dans le mineur, j'étais souvent le meilleur joueur des 2 équipes. Pourquoi? Parce que l'aréna était pleine. C'est difficile pour un marqueur de ne pas avoir de réaction de foule derrière lui. C'est un bon point aussi. Pas de spectateurs et tout ça, c'est différent. Philippe Petitgrou, j'aime bien l'analyse d'Éric, toujours pertinente dans ses interventions. Ça met un peu
peu tout ça dans une perspective différente. Dans le mille, comme d'habitude, le Belay. Un beau petit commentaire, donc je voulais te le lire, Eric. Hey, écoute, on peut-tu... là, on a parlé beaucoup de Caulfield. Là, bon, on va laisser ça de côté un peu. Je sais pas, Martin, si ça te tente qu'on change un peu de sujet, mais je veux profiter du fait qu'Éric soit là. Il est entraîneur au niveau Midget 3 et tout ça. Puis là, la Ligue de hockey junior major du Québec, hier, a annoncé qu'elle mettait tout ça sur pause jusqu'au 3 janvier. Et là, ce matin, le commissaire Gilles Courteau a dit, bon, là, le 3 janvier, c'est la date de retour dans les équipes, dans les installations. Évidemment, il y a la quarantaine et tout ça. Pas possible de jouer le match avant le 17. Si on peut jouer un calendrier parfait, ça va commencer le 17. Sinon, on va y aller dans des... pas des bulles, mais des événements... tenir ça dans des lieux protégés, là, dans des genres de mini-bulles. Puis là, ça pourrait commencer plus dans le coin du 22 janvier. Ça a une incidence sur le développement des joueurs pour les recruteurs de la Ligue nationale qui ne peuvent pas évaluer les joueurs comme il faut. Puis si on descend d'une coche, c'est la même chose. Le Midget 3 ne joue pas. Donc, pour la Ligue de hockey junior major du Québec, je lisais un article de Yann Bussière dans Le Soleil qui a fait une entrevue avec Pierre Cholette, qui est recruteur en chef là, de la centrale de recrutement au niveau hockey junior major, qui disait... Ben, tu sais, il faut que j'évalue des joueurs sans vraiment les voir jouer. C'est pas évident. Je peux en voir quelques-uns, mais il n'y a pas eu aucun match régulier dans le Midget 3A. Donc, quel impact ça peut avoir sur les jeunes, sur le développement des jeunes, le fait de ne pas jouer, exemple, de ne pas jouer de l'année ou de jouer seulement quelques matchs? Ah, ça a un gros impact, Yannick. Puis, tu sais, déjà en partant, c'est difficile de faire cette fameuse liste-là qui est questionnée année après année. Là. Moi, je ne suis pas un grand fervent de cette liste-là. Déjà qu'il y en a qui ont de la misère à faire la liste dans le bon sens, même quand ils voient des matchs. Fait qu'imagine-toi quand il n'y a pas de match. Là, je l'ai lu l'article, je lisais qu'ils regardaient des bandes vidéo de matchs de 10 contre 10, pas de mise en échec contre des équipes, que ce soit collégial 1 ou junior 3. Fait que, tu sais, c'est vraiment pas véridique. Puis moi, je l'ai vécu pour avoir joué ces matchs-là, puis c'est pas terrible. Oui, ça a un impact, puis c'est là que j'espère pour les jeunes de 15 ans ou même les joueurs de 16 ans qui n'ont pas été repêchés de se faire valoir. Tu sais, c'est bien beau pratiquer, c'est bien beau avoir des dépisteurs qui viennent aux pratiques, mais tu peux pas voir ça peut pas être la vérité. Il faut que tu vois ces joueurs-là dans un esprit de match, de la pression, comme tu dis, les partisans, la pression de gagner des matchs, la pression de performer, de peut-être pas être sur l'attaque à 5 parce que à tous les matchs, parce qu'il y en a qui arrivent du bantam, qui ont eu du succès, puis là, il faut qu'ils vivent l'adversité. En ce moment, il n'y en a pas d'adversité, on fait juste pratiquer. Donc, de ce côté-là, j'espère pour les jeunes qu'on va être capable d'avoir du hockey, puis en espérant d'avoir des séries éliminatoires dans le Midget 3, que ces jeunes-là soient capables de se prouver parce qu'ils en vivent quand même du stress. Puis moi, j'en ai des questions par rapport à ça. On va être capable d'être repêché? Il va y avoir quoi avec notre draft? C'est pas évident pour les joueurs du Midget 3 de la Ligue junior majeure du Québec, mais au moins, la Ligue junior majeure du Québec a été capable de jouer quelques matchs. Nous, on n'est pas capable, on ne sait pas quand ça va arriver. Je vais t'arrêter. Les gens à la télé, on va aller à la pause, mais si vous voulez voir un autre pétage de coche, je vous invite à nous suivre sur l'Internet parce que là, ils viennent encore de m'allumer. Pas de face, les gars, là. Je comprends, là. Pauvre petit gars, il joue pas au hockey. Pauvre monsieur, pas capable de faire sa liste. On a comme autre chose à s'occuper présentement, comme une pandémie, puis on est en augmentation de cas partout. Comment, Éric? Ça fait longtemps qu'on est dans le hockey. Des listes, là, on le sait, c'est qui le gars qui s'en vient dans 2 ans. Puis au pire, vos listes seront tout croche cette année, puis on se reprendra l'année d'après. Ce rush-là, là, de dire, le gars en Europe pratique, puis nous autres, on pratique pas, c'est pas juste. C'est comme, lui, il joue au hockey d'été, puis pas moi. Vous aurez le temps de répondre, mais juste quand on va quitter les gens de la télé. Moi, là, t'es parti Saint-Hélène, puis t'as comme arrêté. Je sais pas ce que... Comment tu dis? J'étais parti Saint-Hélène, puis t'as arrêté pour la pause, mais continue ton point, parce que là ouais, mais c'est vrai que je vais en péter une coche. Tu sais, le gars... Ouais, mais moi, avec, je vais en péter une. Le monde, là, un de mes chums, puis Éric le connaît, là, lui, avec, il capote, là, tu sais, les gars, je joue pas au hockey. Je comprends, là. Puis moi aussi, j'aimerais ça que mes enfants puissent se retourner au sport. Puis, tu sais, c'est des enfants qui vont enseigner dans les skis pour la première fois de leur vie, peut-être, cette année. Puis ça se peut que ça marche pas parce qu'il y a la pandémie puis qu'on est en zone rouge. Puis là, les gens de zone rouge ne pourront pas monter au nord, faire du ski. So be it. Tu comprends-tu? C'est spécial ce qui se passe présentement. Tout le monde passe là-dedans. Il n'y a pas de course au million à avoir. Puis même s'il y avait une course au million au détriment de certaines vies de chacun, ça vaut pas la peine de dire il faut vraiment que je pratique, il faut vraiment qu'on mette nos jeunes sur la glace. Prenez
prenez ça cool. Là. Si jamais on est capable de faire de façon sécuritaire, ils rieront. Puis sinon, là, le recruteur, puis le pire, c'est que je me sens mal parce que je sais qu'Éric ne sera pas d'accord, puis je l'aime tellement, Éric, puis on s'entend bien. Là. Mais les recruteurs, les Éric Bélanger de ce monde, ils savent c'est qui les next one qui s'en vient, puis faites vos travails différemment pour arriver à des listes, etc. Puis si jamais on est capable de jouer au hockey, vous ferez des listes à partir de ça. Si au mois d'août, c'est réglé, puis on a un semblant, vous ferez des plus grands camps d'entraînement, des plus grands combines, puis vous ferez vos choix de pêchage à partir de là. Mais il n'y a pas d'urgence à tout casser alors que les cas sont en hausse un peu partout. Je trouve ça plate pour les petits gars. Je comprends qu'il faut qu'ils jouent au hockey, mais qu'ils prennent le hockey et qu'ils aillent jouer dehors, dans la rue, jouer dans le net. Je ne sais pas. Mais honnêtement. Non, mais tu comprends ce que je veux dire, là? Vas-y, Yannick. Juste avant. Wow. Là, on va te laisser répondre, Éric, après. Juste une chose qu'on va mettre au clair, là. Je sais pas qu'est-ce que tu faisais pendant que je posais ma question. Là. Tu devais être distrait, là, parce que j'ai jamais dit qu'il fallait qu'on retourne sur la glace là au détriment de la santé publique. J'ai jamais dit ça. J'ai juste demandé à Éric... Le gars, son article sur le soleil. Non, mais attends. J'ai demandé à Éric quels pourraient être les impacts pour ces jeunes-là qui n'ont pas la chance de jouer au hockey. Ça, c'est la première des choses. Je ne suis pas un cornichon, là. Je le sais que présentement, on ne peut pas jouer au hockey, puis c'est correct. Il faut respecter la santé, puis il faut protéger tout le monde. Ça, je suis d'accord avec toi. La question, elle se pose, puis elle est bien noble de se poser. Ces jeunes-là bénéficieront pas de la visibilité que les autres ont eu les autres années à cause de la pandémie. C'est juste ça, mon point. Tu t'es emporté pour rien, encore une fois, là. Mais c'est pas grave, là, si... C'est pas grave s'ils n'ont pas leur visibilité. On va faire ça d'une façon différente. C'est plate, là, mais c'est comme ça. T'sais. Puis ceux qui disent, mais les joueurs, on va parler junior, là, toi, tu parles Midget 3, là, le joueur junior là, qui joue en Europe, là, lui, les scouts peuvent le voir. Mais le gars au Canada, présentement, les scouts peuvent pas le voir. Puis là, fait que ça me fait penser au monsieur dans la rue qui fait mon voisin, son gars fait du hockey d'été. Je vais mettre mon gars au hockey d'été parce qu'il va être désavantagé. Hey, come on. Là, on a d'autres choses à faire. C'est pas ça que je dis. C'est pas ça que je dis. Martin, tu mêles les affaires, là. Écoute, moi, je te parle pas des gars qui sont listés dans les premiers puis qu'on le sait. Là, dans chaque équipe, on le sait, à Lévis, il y a 2-3 gars qui sont numéro 1, à Lac-Saint-Louis, peu importe. Moi, je te parle des autres, des gars qui vont être repêchés en 5e, 6e ronde, 4e ronde, peu importe. Eux, ils n'ont pas la chance. Tu sais, le gars là, qui est obligé de travailler fort, puis de jouer son match, puis d'être intense, puis de donner des mises en échec, puis de revenir dans sa zone, puis il y a un bon back-check. Tu sais, des petits détails qu'on voit moins, là, il n'a pas la chance de se mettre en valeur. C'est juste ça mon point. Puis je dis que pour ces gens-là qui font des listes, et pour les dépisteurs, Ligue nationale, junior majeur, peu importe, mais déjà 3A, c'est plus difficile. C'est juste ça, mon point. Je suis pas en train de dire que là, on oublie tout ça, puis mettez-les sur la glace qu'on joue au hockey. C'est pas ça que je dis. Je dis juste que c'est difficile pour ces jeunes-là de se mettre en valeur, puis que ça crée une inquiétude supplémentaire. Parce qu'ils vont pas sur la glace, ils peuvent pas pratiquer leur sport préféré, ils trouvent le temps long comme toutes nous autres, puis en plus, ils se rajoutent une autre inquiétude. Je vais-tu être vu? Je vais-tu être repêché? C'est juste ça, mon point. Éric, je te laisse répondre. Non, mais écoute, tout le monde dans la société là, aujourd'hui, là, on a tous nos combats. Tout le monde a les choses à vivre. Okay? Nous autres, on est dans le monde du hockey, on parle de hockey. All right? Moi, je les vois, les jeunes. Là. Les jeunes, moi, je suis chanceux. Nos joueurs sont chanceux parce qu'on est capable, à cause du sport-études, de les avoir sur la glace à tous les jours quasiment pour des pratiques. Mais à un moment donné, là, il y a l'aspect psychologique. Je ne suis pas en train de dire que je vais revenir. Moi, ça serait juste de moi, on jouerait au hockey. Là. Anyway, ça, c'est un autre combat. Là. Mais à un moment donné, il va falloir vivre avec. Il va falloir prendre les choses en main puis peut-être structurer les choses pour dire, regarde, écoute, on joue ou on ne joue pas là, à un moment donné. Là. Parce qu'en ce moment, on ne voit pas la lumière au bout du tunnel. Je ne suis pas en train de dire que je vais mettre la santé de mes joueurs en danger ou peu importe. Là. Mais... à un moment donné, là, on va en rire de ça, j'espère. Là. Mais en ce moment, les jeunes vivent une situation qui n'est pas facile. Puis psychologiquement, à un moment donné, ça va avoir des impacts. Et les jeunes, là, faut qu'ils fassent des exercices. Il faut qu'ils soient capables de pratiquer leur sport. Puis tu en as parlé du ski. Là. Ma fille a fait du snow. Là, on va juste être dans le téléphérique. Puis ben là, je dis, hey, au moins, tu serais capable d'y aller en snow. Là, arrête de chialer. Fait que, tu sais, à un moment donné, je ne suis pas en train de me plaindre. Je suis juste en train de dire qu'à un moment donné, il va falloir prendre ça en ligne de compte. Tu sais, Martin, tu as raison, mais tout le monde vit le combat. Là. À un moment donné, il va falloir revivre. Là.
Oui, mais on s'en va du bon bord. Je l'ai dit tout à l'heure, le 1er décembre, il reste un mois, cette année de misère-là de 2020. On va s'en débarrasser. Jean-Luc Pigeon, en accord avec Martin, les gars talentueux vont passer au rang supérieur quand même. Fait que ça rejoint un peu ce que tu disais, Yannick, parce que lui aussi, il parle des rangs supérieurs. Pour les autres, ce sera un recruteur des circuits supérieurs de profiter des ceux qui sont moins bien ça, mon point, en vue. Exact. Exactement. Laurent, il dit qu'il va avoir des vrais vols dans quelques années parce qu'il y a des joueurs qui vont passer sous le radar. Maxime Saint-Jacques te rappelle, Yannick, au lieu de dire « je ne suis pas un cornichon », il fallait que tu dises « je ne suis pas une banane ». Mathieu... Non, mais ça, c'est ton expression, Martin. Je te l'ai laissé. Oui, Mathieu dit... Ça brasse à midi. Fait que bien sûr, il a engendré beaucoup de réactions. Laurent Saint-Pierre, je suis d'accord avec Martin. Fancy Pants, il dit merci, Martin, d'être la voix de la raison. Tout le monde doit s'adapter. Il y a même Laurent qui dit je vais aller me faire un deuxième popcorn. Moi, c'est bien parti. Non, mais tu sais, c'est correct. Tout le monde a un job à faire. Là. Les gens de la centrale ont un job à faire. Les dépisteurs. Tout le monde gagne leur vie, tout le monde essaie de, comme tu l'as si bien dit tantôt, Martin, mettre du pain sur la table. Hein? Eux autres aussi, il faut qu'ils mettent du pain sur la table. Fait que, absolument. Eux autres, là, faire leur liste, c'est important. Mais tu sais, déjà, comme je l'ai dit tantôt, c'est difficile de faire une liste dans le sens du monde quand il y a des matchs. Imagine-toi, pas de match. Fait que, tu sais, des joueurs qui sont peut-être. Le monde doit t'appeler, Eric. Pardon? Le monde, les scouts, les entraîneurs des niveaux supérieurs doivent t'appeler pour tes gars, savoir avoir un pro scout, quelque chose. Bien là, ça commence. Là. Les gars commencent parce qu'au début décembre, normalement, il y a une liste qui sort de la centrale. Fait que là, les dépisteurs commencent à appeler, commencent à poser des questions sur certains joueurs. Des questions qui sont posées, il va sortir où? Je veux dire, des gars de 4, 5, 6, 7, 8e ronde qui sont peut-être classés en décembre, vu qu'ils ont la possibilité de jouer des matchs puis de performer, mais peut-être que leur rang de sélection, au lieu de sortir en 4e, vont sortir en 2e. Et ainsi de suite pour les gars de 7e qui peuvent peut-être sortir plus de bonne heure. Donc, c'est difficile pour tout le monde. C'est une situation qui est vraiment différente du passé. Il faut vivre avec, mais à un moment donné, tout le monde a un job à faire. La morale de cette histoire, deux choses. Premièrement, on sort de cette foutue pandémie, puis par la suite, on embarque sur la glace, puis on joue au hockey, puis on a du fun. Puis nous autres, on va pouvoir continuer à faire des shows, puis analyser les performances des équipes professionnelles et des rangs inférieurs. C'est carrément ça. C'était bien le fun. Hey, juste en passant, ça m'a fait rire. Il y en a un qui a écrit sur Facebook, Jeff Bernier, en gros, là. Hey, les gars, ça va bien aller avec l'arc-en-ciel. Pour nous monter le moral un peu. C'est vrai, ça va juste correct. Hey, les gars, avant qu'on se laisse, là, je sais qu'il est déjà 1 heure, puis je veux pas faire un 10 minutes avec ça, mais le collègue Martin Leclerc a écrit un article. La pétarade est pognée, pour pas dire autre chose, la est pognée dans la fan du côté de Hockey Québec. Moi, j'ai une association avec Hockey Québec. Je suis président d'honneur d'un de leurs beaux tournois, la Coupe Best Buy. La Coupe Best Buy. Je pense que c'est encore le plus beau tournoi de hockey, le plus beau tournoi de hockey qu'il y a au Québec. Sauf que, comme coach l'ai déjà dit, il y a trop de monde là-dedans qui vont chercher une reconnaissance X, Y, Z. C'est monté broche à foin. Et là, le collègue Martin Leclerc a sorti un article aujourd'hui qui ça va brasser du côté de Hockey Québec. Dans le temps, c'était Sylvain Lalonde qui était là. Maintenant, c'est un autre monsieur qui est là. Yannick, tu es dans une situation particulière. Tu es président du Midget 3. Éric, tu es coach du Midget 3. Qu'est-ce que vous pouvez nous raconter sur ce qui se passe présentement au hockey mineur, Hockey Québec, Midget 3? Même la ministre a intervenu. Ben, en fait, moi, ce que j'aurais à dire, puis je vais rester assez discret là-dessus parce que il est question dans l'article à Martin beaucoup de ce qui se passe dans les bureaux d'Hockey Québec. Il est question de conflits, de régimes, je ne veux pas dire de terreur, mais je vais reprendre ces mots, là, que c'est pas simple, les relations ne sont pas saines actuellement. Donc, c'est pas quelque chose qui se déroule dans les relations avec les différents organismes. Nous, on a eu un petit quelque chose avec Hockey Québec. On a fait plein de choses au cours des dernières années, dernières semaines. On a signé un nouveau protocole d'entente avec Hockey Québec. Tout s'est bien passé. Par contre, il est arrivé un petit événement en septembre, puis j'ai pris la décision avec mon bureau des gouverneurs de quitter les bureaux de Hockey Québec pour s'installer à Longueuil. Là, je parle de la Ligue Midget 3A. Puis dans ce que Martin parle dans son article, c'est beaucoup question des relations de travail dans les bureaux de Hockey Québec. Donc,
c'est certain que ça va faire jaser là, tout ça. Puis c'est pas, c'est jamais des choses qui sont le fun à entendre. Là, j'ai vu également que Hockey Québec, le président Yves Sigouin avait aujourd'hui ordonné, commandé une enquête indépendante avec un avocat qui va tenter de faire la lumière là-dessus. La ministre Isabelle Courchaine également, Isabelle Charret qui a décidé également de sortir publiquement ce matin, qui a dit qu'elle était pour faire la lumière là-dessus. Donc, il y aura une enquête également. Je pense que tout ça va durer quelques semaines. Puis, suite à ça, on pourra y revenir et le commenter. C'est à mon tour, là. Ouais. Écoute, c'est ton tour, Éric. Moi, j'ai été impliqué dans le hockey mineur, dans le bantam, dans le midget espoir avant de monter dans le midget 3. Je l'ai vécu de près. Le monde du hockey, c'est un petit monde. Hein? On en entend des affaires. T'en prends, t'en laisses. Là. Mais ce qui sort aujourd'hui, c'est pas surprenant. On en a entendu parler beaucoup. Puis moi, ce qui me désole là-dedans, puis on a essayé de faire la nomenclature du hockey mineur depuis quelques années. Pourquoi on a moins de joueurs québécois repêchés? Pourquoi on a moins de gardiens? Pourquoi on a ci? Pourquoi on a ça? Bien, on en a un petit peu la réponse en ce moment. C'est qu'en bout de ligne, là, ce qui me fâche le plus là-dedans, c'est que c'est nos jeunes qui payent le prix pour de la bureaucratie. C'est ça. C'est du monde qui se crée des jobs. Puis en bout de ligne, là, c'est de l'argent qu'on ne donne pas à des entraîneurs qui seraient peut-être plus qualifiés que ceux qu'on a en place pour développer nos jeunes. Puis là, on aurait peut-être plus des joueurs qui passeraient dans la Ligue nationale. Fait que ça démontre beaucoup de choses que les cancans qu'on entend, que moi j'entends à gauche et à droite, bien, c'est peut-être véridique. Puis je reviens à dire encore une fois, c'est les jeunes qui en payent le prix, puis c'est peut-être une des raisons pour qu'on ne développe pas autant de joueurs. Il faut, puis je vais terminer là-dessus, Martin, là, mais il faut jamais perdre de vue que le hockey, comme le reste de la société, a énormément évolué au cours des dernières années. Puis aujourd'hui, on est rendu à un moment critique pour la façon de développer le hockey. Puis Éric vient de le dire, là. Puis moi, depuis que j'ai accédé au poste de président de la Ligue Midget 3, c'est une des choses que je prône le plus. Puis Éric peut le dire, là, parce qu'il assiste à des réunions et tout ça. Il faut arrêter de faire du hockey comme ça. Il faut maintenant élargir notre horizon. Il faut s'adapter et changer les méthodes. Puis ce qui se passe là aujourd'hui, ce qui sort publiquement, peut-être que ça va amener éventuellement à un changement au niveau de la volonté des dirigeants de Hockey Québec. Tu sais, puis il faut juste dire une chose, là. Ils font pas juste des mauvaises choses, là. Il y a eu des bonnes choses qui ont été faites aussi, là. Tu sais, à un moment donné, il faut relativiser tout ça. Sauf que là, il est question d'un conflit interne avec les personnes à l'intérieur du bureau. C'est ça, le conflit actuellement. Puis c'est certain qu'il va y avoir des choses qui vont débouler de ça. Mais moi, je garde toujours comme optique, comme option, que maintenant, il faut s'adapter. Tu sais, on dit souvent qu'avec la pandémie, il y a des choses qui vont rester, on va s'adapter. Ouais. Ben, c'est aussi vrai dans le milieu du hockey et du développement. Je pense qu'on a des choses à améliorer et à changer et on doit s'adapter et changer nos façons de faire parfois, pour le mieux. Moi, ce que je veux rajouter là-dessus, c'est dans le monde du hockey, là, c'est toujours, comme tu l'as dit, hein, Yannick, moi, je garde là, mes œillères là, d'un cheval, là, puis je regarde en avant, puis c'est juste mon monde, c'est juste mon équipe, c'est juste mon organisation. Je ne demande pas de l'avis de personne. Moi j'ai la recette. C'est ce que je reproche dans le monde du hockey, c'est la LHPS est meilleure que le Hockey Québec. Tu sais, c'est pourquoi tout ce beau monde, il y en a du bon monde de hockey au Québec, là. Pourquoi on ne travaille pas tous ensemble pour trouver des solutions exact, je suis d'accord. Et améliorer le hockey pour nos jeunes? C'est ça, c'est là que le problème. C'est que tout le monde tire chacun son bord sur la couverte. Moi, j'en ai des affaires à dire, puis je ne sais pas la vérité, mais Colin, que j'aimerais ça les aider plus que ça, Hockey Québec, ou peu importe, que ce soit le midget 3, que tout le monde ait quelque chose à dire. Tout le monde a une opinion, on met ça dans un panier, puis on améliore le sort des jeunes. C'est ça, c'est là qui est le problème, à mon avis. C'est que personne veut démontrer ces choses, je veux garder ça pour moi. Puis en bout de ligne, bien, encore une fois, je l'aurais dit, c'est les jeunes qui en paient au lieu que tout le monde travaille ensemble pour améliorer le produit. Puis, Martin, je veux terminer, je veux rajouter ce qu'Éric vient de dire. Je veux juste rajouter un petit quelque chose, puis je te laisse un mot de la fin, là.
Éric, ce qu'il vient de dire, il a tellement raison, puis il le sait, là. Quand je suis arrivé à la Ligue Midget 3, une des premières choses que j'ai demandé à tous mes gouverneurs... Là, je parle du Midget 3 parce que c'est la ligue avec laquelle je suis impliqué. Là. Une des choses que j'ai dit à tout le monde, à toutes mes organisations, allez chercher vos anciens joueurs, les anciens professionnels. Amenez ces gars-là dans vos organisations. 1, ils vont vous amener une vision différente. 2, ils connaissent le chemin à prendre pour se rendre en haut. Ils vont pouvoir transmettre, donner au suivant à vos jeunes joueurs. Je suis content parce que mes équipes l'ont fait. Il y en a plein d'anciens pots dans la Ligue Midget 3. Tu sais, Éric avec les Chevaliers, Félix Potvin à Magog, Guillaume Latendresse avec les Riverains. Écoute, il y en a plein. Là. Plus, je ne veux pas commencer à nommer tout le monde, mais je ne veux pas oublier. Mais j'en ai plein. C'est peut-être un peu ça qu'il faut faire aussi dans le bas de l'échelle. Ouvrez la porte à des gars qui ont connu... Puis là, je dis pas juste des anciens de la Ligue nationale, mais des gars qui ont connu des niveaux supérieurs de hockey. Donnez-leur l'occasion de travailler avec vous autres. Ouvrez les portes. Soyons transparents. Laissons Yannick. La chance à ces gars-là. Mais c'est ça qu'il faut faire. Et là, la recette. Ben non, le monde d'un hockey mineur, là, ils veulent protéger leur poste parce que ça les rend... je suis président du hockey mineur, midget 2A, à Laval des Rapides. C'est fini, ça. Il se présente à toi, il te donne la main, là, Bob, avec sa bédaine, là, par-dessus sa ceinture, il vient te donner la main, puis là, il dit « Salut, moi, je m'appelle Roger Comtois, je suis directeur du Pee-Wee A Développement Laurentide-Laraudienne. » Hey Bill, tu devrais te présenter à moi comme « Bonjour, ça va bien, je suis là pour les jeunes, moi. Je m'en fous de ton titre, tu comprends-tu? » Puis j'ai déjà compté cette histoire-là en nom, puis je vais la répéter, là. Non, mais c'est ça, là. On oublie c'est pour qui qu'on fait ça. Il y en a que c'est pour une paye, il y en a pour un statut, il y en a que c'est pour de l'ego. La seule et unique raison pourquoi tu es là, c'est pour le jeune. Et si jamais, dans le midget 3 ou n'importe maudit niveau, tu découvres que quelqu'un fait ça pour son ego personnel, c'est out. Ah non, ça marche le pire, c'est que c'est out, il est bénévole. Fait que tu le mets dehors, il est bénévole. Mais même ceux qui sont payés, s'ils le font pas pour les vraies raisons, moi, les gens, je les connais pas chez Hockey Québec, mais celui de Hockey Québec qui vient me rencontrer à tous les fois à patinoire au Centre de la Nature pour le tournoi Best Buy, je te dis, ce gars-là, il le fait pour les bonnes raisons. Je le vois dans ses yeux quand il me parle. C'est un vrai. C'est juste du monde comme ça qu'on a besoin. C'est ça que j'allais dire. Mais c'est ça que j'allais dire. C'est que là, tu donnais un exemple d'un gars au hockey mineur. Oui, il y en a des comme ça. Mais la majorité des gens sont là pour les bonnes raisons. Puis il y a des bonnes personnes là-dedans aussi. T'sais. Fait qu'il ne faut pas juste tout généraliser. Là, oui, il y a des problèmes. Mais ouvrons la porte aux nouvelles idées. Ouvrons la porte aux gars qui veulent s'impliquer. Moi, j'en connais comme ça des gars qui veulent s'impliquer dans le hockey, qui ont touché à différents niveaux. Bien, donnons-leur la chance de s'impliquer et de travailler. Tu sais, faut tout revoir, il faut tout repenser. C'est un peu ça que ça fait, le brassage d'idées. Puis là, ben aujourd'hui, ça brasse solidement. Là, on va y revenir, les gars. Il faut qu'on se laisse. Il est rendu passé 1h10. Là. Éric, voulais-tu rajouter quelque chose avant qu'on se laisse? Non, mais moi, je vais terminer là-dessus. C'est travaillons donc tous ensemble, trouver des meilleures solutions pour nos jeunes en développant un système qui va les aider à partir du hockey mineur le plus bas possible, puis d'avoir une continuité jusqu'à temps qu'ils s'en aillent au midget 3, au junior majeur, et en espérant gravir les échelons, au lieu que tout le monde tire sur leur bord de le couvert, puis de ne pas sortir les idées. Travaillons tous ensemble pour le bien de nos jeunes. Moi, c'est ça. C'est pour ça que je coach dans le midget 3. Oui, je veux monter, mais je l'ai fait de redonner aux jeunes parce que je l'ai vécu, puis c'est important. Mais faisons-le pour les bonnes raisons, puis travaillons tous ensemble, trouver des idées qui vont aider tout le monde. Exactement. Merci, sur ces belles paroles sages. Salut. J'ai une pratique à 2 heures. Salut les boys. Vas-y, boy. Vas-y. Salut. Hey, Martin, comme à l'habitude, on remercie tout le monde. Oui, Valérie à la mise en onde, de réalisation. Merci à Joël également, aux médias sociaux, toute l'équipe de production à RDS qui travaille très, très fort pour nous. Merci à Éric, merci à Gaston également. Merci à tous les gens d'avoir pris le temps de nous écrire et envoyer des questions, commentaires. C'est toujours très apprécié, mon cher ami. Oui, l'important, c'est que vous ayez du fun avec nous autres, parce que nous autres, on en a eu. Un gros merci d'avoir été là. Je le disais en début de show. Tous ceux qui travaillent dans le garage mécanique, qui ont fait des pneus pendant un mois, puis ils ont pris les retardataires hier. Salutations, un gros merci. Mon Yann, je te salue, puis on se rejase demain. Salut.